La voûte étoilée, le plus puissant de tous les spectacles, la plus fascinante de toutes les énigmes. Dans l'Antiquité, des penseurs, grecs essentiellement, ont tenté de mettre un petit peu d'ordre dans cet immense tableau qui a l'air à la fois, au premier abord, très désordonné et dont une observation plus précise finit par faire découvrir l'ordre sous-jacent. Il y a eu Anaximandre, bien sûr, et puis Platon dans le Timée, Aristote dans sa physique, qui ont dessiné l'architecture du cosmos. Au centre de l'univers, il y a la Terre. Elle est là, cette Terre, immobile. Et puis, jusqu'à la Lune, le monde sublunaire, autant dire notre monde, soumis au changement, à la corruption, etc. Et puis, au-delà, le monde supralunaire, alors là, celui du ciel et des astres, immuable, fini, d'essence divine, où les astres suivent des mouvements circulaires, uniformes, jugés parfaits, devenu même d'une certaine manière le symbole de la perfection. Alors, quand même, il y a dans le ciel des lueurs qui troublent un peu cette harmonie apparente. Il y a des astres errants, il y a ces planètes dont les trajectoires défient la logique antique. Vues de la Terre, on les voit avancer, ralentir, repartir en arrière. C'est la régression. Ces caprices planétaires ont imposé à nos lointains ancêtres un défi intellectuel majeur. Comment concilier cette espèce d'idéal de perfection céleste antique avec la réalité des observations? C'est déjà le dialogue entre Platon et Aristote, si vous voulez. Et c'est à ce dilemme que s'est attaqué toute une lignée d'astronomes. Et parmi eux, un savant d'Alexandrie du IIe siècle après Jésus-Christ, il s'appelle Ptolémée, vous en avez forcément entendu parler de Ptolémée d'Alexandrie, qui, dans son Almageste, parvient à expliquer l'incohérence apparente de la trajectoire des planètes sans pour autant renoncer à cette espèce d'idéal de cercle parfait. Selon lui, les planètes se déplacent sur de petits cercles, les épicycles, eux-mêmes entraînés sur un plus grand cercle, le déférent, et le mouvement reste donc circulaire, sauf que lorsqu'on l'observe depuis la Terre, eh bien évidemment, avec les effets de perspective et de croisement de vision, il n'est pas uniforme. Et ça permet donc d'expliquer la rétrogradation des planètes. Le système de Ptolémée est un système très élégant, d'une très grande finesse intellectuelle, très harmonieux. La vérité, c'est qu'il n'explique pas les causes physiques. Et Aristote s'en est chargé. Nul ne songe à contredire Aristote. À partir du moment où Aristote a donné l'explication globale du cosmos, il n'était pas question d'y revenir, de le contredire. Ce que le système de Ptolémée a fait, c'est proposer un outil géométrique pratique qui fonctionnait pour calculer, pour prévoir la position des planètes. Et au fil des siècles, cette mécanique céleste est devenue la charpente de l'astronomie, astronomie qui d'antique est devenue médiévale. Lorsque les textes grecs, transmis en partie par le monde arabe, sont revenus au XIIe siècle en Occident, ils sont revenus dans un paysage qui était en pleine formation. C'était le pays. Vous savez, on était dans la grande époque de la scolastique extraordinaire. Alors, voilà un sujet, sur lequel il faudrait prendre le temps de s'appesantir. Sujet passionnant que ces universités de Paris, la Sorbonne, d'Oxford, de Bologne, bien sûr. Ces universités, ces groupes d'étudiants, ces collèges infinis qui construisent un nouveau paysage savant. La scolastique, c'est cette méthode de pensée qui cherche à concilier la raison dans ce qu'elle peut avoir de plus résonnant, de plus parfois de plus puissant, avec bien entendu la foi chrétienne. Ça laisse néanmoins tout ça une place très grande à l'autorité, l'autorité des anciens, le fameux argument d'autorité. Et parmi les anciens, Aristote, qui à partir du XIIe siècle reprend la cote, si je puis dire. Alors, la vision du cosmos que donnait Aristote s'accorde très bien à la théologie médiévale, puisque elle aussi ordonne l'univers selon une hiérarchie précise. La Terre au centre, domaine de l'homme et du péché. Et puis les sphères successives des cieux et enfin l'empyrée, la demeure immatérielle des anges. Et de son côté, l'astronomie ptoléméenne est utilisée par l'astrologie médiévale, qui à l'époque est une science à part entière, on ne fait pas trop de distinction. C'est utilisé par les astrologues du Moyen-Âge
voyage pour prévoir la position des planètes, pour dresser les calendriers, pour établir les prévisions astrologiques qui guident à l'époque non seulement les médecins et le quotidien des gens, mais aussi les grandes décisions des princes. Bref, le système fonctionne. On a envie de dire qu'il fonctionne bon an, mal an, mais enfin il fonctionne. Et à la veille de la Renaissance, personne n'imaginerait sérieusement qu'on puisse penser autrement. C'est un modèle qui est établi, qui est cohérent dans ses principes, avec des outils pratiques qui sont relativement fiables. Eh bien voilà, cet édifice, c'est sur cet édifice, je dirais, et parfois c'est contre cet édifice, qu'un chanoine de Varmy va bientôt entendre se positionner lui-même. Il veut recomposer l'ordre du ciel. Il veut dessiner l'ébauche de quelque chose de neuf. Il veut ouvrir la voie à une des révolutions intellectuelles les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Ce chanoine observe le ciel, il voit bien tout ce qui ne va pas dans les modèles existants, il se dit qu'on doit pouvoir penser autrement, et vous avez compris que je vous parle de Nicolas Copernic. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors c'est pas tellement l'image du savant révolutionnaire tel qu'on se le figure, hein, Nicolas Copernic. Ce chanoine discret est né en Prusse royale, dans l'actuelle Pologne, à Toruń exactement, en 1473. Très important. 1473, ça veut dire qu'on vient de découvrir les caractères mobiles de l'imprimerie avec Gutenberg, ça veut dire qu'on s'apprête à partir au Nouveau Monde avec Christophe Colomb, il y a déjà la boussole. Bref, on est dans cette espèce de bouillonnement extraordinaire, comme si on avait l'impression que quelque chose devait naître, vous voyez. Alors, évidemment, il a fait ses études, d'abord à Cracovie, où son oncle, qui était le futur évêque de Varmy, l'a envoyé étudier dans les meilleures universités. Et puis, il est allé en Italie, à Bologne, à Padoue, à Ferrare, où il a étudié la médecine, le droit canon, les mathématiques, et puis, bien sûr, l'astronomie qu'il a appris aux côtés de Domenico Maria Novara, un des premiers, qui est osé remettre en cause l'intégralité du système de Ptolémée. Selon Novara, il y a des choses qui ne vont pas chez Ptolémée d'Alexandrie. Quand il est rentré, Copernic, de ce grand voyage, entre parenthèses, si vous avez visité par exemple l'université de Bologne, vous comprenez ce que devait être l'atmosphère absolument extraordinaire, ce bouillonnement intellectuel de l'époque, je ferme ma parenthèse. Quand il est rentré en Pologne, eh bien, il a repris sa vie d'études. Il est donc devenu non seulement chanoine de Varmy, mais médecin personnel de l'évêque de Heilsberg. Il s'est mis à gérer les affaires du chapitre avec tout le sérieux possible. Il s'est essayé à la traduction du grec, parce que c'était un humaniste et qu'il parlait le grec et l'écrivait parfaitement. Et puis il s'est intéressé de près à l'économie. C'était tout à fait nouveau, tout ça. On gérait les domaines. Et puis, alors pour l'instant, il ne s'intéresse pas vraiment au ciel. Copernic poursuit ses recherches en astronomie quand même, mais il le fait, je dirais, en plus de tout le reste de ses activités. Et puis, ça l'intéresse, cette affaire. Il se sent comme aspiré par ce sujet. Et il va faire aménager la tour de la cathédrale de Frauenburg pour réaliser ses observations. Il va faire des comparaisons, il faut l'imaginer noircissant des feuilles et des feuilles de calcul. Copernic, il a une ardoise, hein, bien sûr, il efface, il refait. Copernic constate les limites, lui aussi, de ce modèle ptoléméen qu'avait déjà remis en cause son maître Novara. Et, il est mathématicien, Copernic, autant sinon plus qu'astronome, mais il pressent qu'il doit y avoir autre chose, qu'on peut penser les choses de manière plus simple. Et puis, bientôt, il y a une idée qui arrive dans son esprit. Ça, c'est une des choses les plus passionnantes qui puisse être, c'est quand une idée vient germer comme ça. Et si, pour une fois, on cessait d'imaginer que le ciel tourne autour de la Terre? Et si c'est la Terre qui tournait avec le reste? Et si la place centrale était occupée en vérité par le Soleil? Aux alentours de... On est en 1513 à ce moment-là, hein, il met tout ça par écrit dans un petit traité manuscrit qui s'appelle le Commentarius et qui émet l'hypothèse que la Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil qui donc est, si vous voulez, l'axe, l'élément fixe au centre.
idée très audacieuse, mais qui contredit la physique d'Aristote, qui contredit l'organisation théologique du monde de l'époque, et qui contredit aussi l'intuition commune, disons-le. Si la Terre bouge, on le sentirait, hein, c'est la vieille formule. Copernic sait tout ça. Et c'est la raison pour laquelle il ne va pas se jeter à corps perdu dans l'énoncé de sa découverte. Pendant plus de 30 ans, il retravaille son ouvrage principal, des révolutions des sphères célestes, hein. Mais il travaille beaucoup, il peaufine, mais il ne publie pas. Copernic n'est pas un homme qui cherche l'affrontement. Il écrit qu'il faut, je le cite, « ne confier les secrets de la philosophie qu'à des amis fidèles et à des proches, et ne pas mettre ces secrets par écrit, ni les révéler à n'importe qui ». Il refuse notamment l'offre de son ami le cardinal Nicolas Schoenberg, qui est prêt à faire imprimer l'œuvre à ses frais. Il ne veut pas Copernic, il ne veut même pas en entendre parler. La vérité, c'est que son manuscrit, néanmoins, circule déjà, qu'il a été recopié. Quelques rares privilégiés parmi ses proches disposent d'une copie du Commentariolus. Et de main en main, d'extrait en extrait, de correspondance en correspondance, lentement on voit les idées de Copernic qui commencent à cheminer dans le monde savant européen. Et bientôt, à l'autre bout de l'Europe, on commence à murmurer que là-bas, vers l'Est, un homme, sur les rivages froids de la Baltique, hein, un homme a déplacé le centre du monde et que, dans le silence de sa tour astronomique, il est en train peut-être de bouleverser le cosmos. Ça y est, c'est parti, l'idée est partie. Comment voulez-vous arrêter une idée en marche, cette thèse copernicienne de l'héliocentrisme, c'est-à-dire du soleil au centre de l'univers, se met à circuler suffisamment pour atteindre Wittenberg, qui en 1517 est le siège d'une autre révolution majeure, hein, évidemment, et qui intéresse ce travail copernicien. Il intéresse Georg Joachim de Porys, qu'on appelle Rheticus, un jeune mathématicien brillant, audacieux, qui décide en 1539 d'aller rencontrer Copernic. Ça y est, il se lance dans le voyage. Là-bas, il s'en va à l'est, dans la lointaine Varmie. La rencontre dépasse les espérances de Rheticus, qui devient le disciple de Copernic et son ami, et surtout qui devient son messager auprès du monde savant. Vous aurez bien compris que Copernic n'est pas un communicant, si vous me passez cet anachronisme. Le jeune mathématicien a réussi à convaincre son maître de faire paraître ce fameux ouvrage-là. Rheticus le publie dans un premier temps sous la forme de Narratio Prima, on est là en 1540, c'est une sorte de résumé très enthousiaste de la théorie héliocentrique de son maître, et puis il va organiser la publication de cet ouvrage, La Révolution, De Revolutionibus. C'est l'imprimeur Johann Petreius qui fait paraître ça à Nuremberg en 1543. On ne peut pas dire que Copernic profite vraiment de cette impression, puisqu'il meurt quelques semaines plus tard, comme s'il avait tout livré. Il décède à l'âge de 70 ans, non sans avoir quand même tenu dans ses mains un exemplaire de ce livre imprimé. On dit qu'au moment de son agonie, il avait son livre avec lui. C'est vraiment un symbole extraordinaire, hein. Il a livré, il a donné au monde ce qu'il avait à lui livrer. Le monde le lui a renvoyé sous la forme de cet exemplaire imprimé. Je trouve ça magnifique. Copernic, donc, de son vivant, n'a jamais été inquiété par les autorités ecclésiastiques pour ses théories, et pour cause, elles n'étaient pas du tout officielles. Même avant la parution du livre, la thèse a déplu à certains, inutile de vous le dire, mais il n'y a pas eu d'attaque officielle. Dans la préface anonyme que le théologien luthérien et éditeur du livre Andreas Osiander a ajouté, sans d'ailleurs demander l'avis de ceux qui voulaient le publier, l'héliocentrisme est présenté comme une simple hypothèse de calcul, une espèce de commodité mathématique qui, en aucun cas, ne saurait décrire la réalité du cosmos, bien sûr. Il n'empêche que la théorie copernicienne est en rupture avec tout ce qui s'était dit, avec tout ce qui s'était pensé avant. Le centre du monde est en train de se déplacer. La Terre cesse d'être l'axe immobile de la création. Elle devient, cette Terre, un astre parmi d'autres, entraîné dans la grande course des astres. Et Copernic avait sans doute conscience de la rupture qu'il induirait dans la conscience de ses contemporains, et surtout de ceux qui allaient, de ses épigones, de ceux qui allaient s'inscrire dans ses pas.
Vous avez bien compris qu'il a déplacé le centre du monde, mais qu'il ne l'a pas pour autant renversé. Son système reste encore largement fidèle à l'héritage antique. Il conserve l'idée des sphères circulaires, c'est très important de le dire. Il n'a pas tout inventé, Copernic. Il refuse d'abandonner l'idéal du mouvement uniforme. Il s'appuie sur des constructions géométriques qui prolongent en vérité les constructions de Ptolémée, plus qu'elles ne les remplacent. L'héliocentrisme de Copernic, c'est un cosmos qui reste fidèle à la vision traditionnelle du cosmos, mais qui en change le centre. C'est ça en vérité. Cet échange de place entre la Terre et le Soleil a fissuré tout l'édifice, et c'est ça qui, par la suite, va obliger des générations d'astronomes à revoir un peu leurs calculs. Alors, est-ce qu'il faut voir en Copernic le dernier astronome du Moyen-Âge qui bouscule, qui fait vaciller l'édifice, ou bien le tout premier des temps modernes qui va créer, qui va construire quelque chose de neuf? Il est ni l'un ni l'autre. Il est en quelque sorte celui qui a cassé le vieux système. Il a créé une brèche, et dans cette brèche, bien d'autres, maintenant, vont s'engouffrer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand il meurt, Copernic, donc en 1543, sa théorie n'est pas encore triomphale. Il va falloir attendre le siècle suivant pour que s'impose l'héliocentrisme, et non sans difficulté, parce qu'on reste très attaché à Aristote à l'époque. Le monde savant du XVIIe siècle va donc se retrouver face à un dilemme, ou bien on adhère à la nouvelle cosmologie, ce qui veut dire répudier la physique d'Aristote et se voir obligé d'en construire une nouvelle, ou bien on refuse purement l'héliocentrisme et on conserve Aristote, tout en ayant quand même conscience que le système d'Aristote n'explique pas tout. C'est un problème auquel va s'attaquer, vous le savez, dans son dialogue sur les deux principaux systèmes du monde, paru en 1632, le célèbre Galilée, qui décide, lui, d'adopter l'héliocentrisme et qui va faire l'ébauche d'une nouvelle physique qui... Alors, il faut vous dire qu'il est spécialisé dans les lunettes astronomiques, donc dans l'observation. Galilée, il va s'appuyer sur les observations des montagnes de la Lune, des taches lunaires, etc. Autant de phénomènes qui sapent les fondements du vieux cosmos où l'on parlait de sphères pures et parfaites. On voit bien que les astres qu'on a sous les yeux, et notamment la Lune, ne sont pas purs et parfaits. Ces découvertes vont amener Galilée à défendre ouvertement le système de Copernic, dont le livre entre-temps a été mis à l'index par l'Église. En 1600, Giordano Bruno a même été brûlé vif pour avoir, entre autres, défendu l'héliocentrisme et avancé l'existence d'un univers infini. Vous imaginez, là encore, on pensait que le ciel était une chose finie. Eh bien non. Galilée aura un peu plus de chance que Giordano Bruno, pardon pour l'affreux lapsus. Galilée, faut dire, a beaucoup plus de relations, tout simplement. Il est conduit devant le tribunal de l'Inquisition en 1633. Il va être contraint d'abjurer l'héliocentrisme. Il va finir sa vie en résidence surveillée, mais en fait, on lui fiche quand même largement la paix à Galilée, faut dire la vérité. Et pour si mauvais, avait-il murmuré au moment de sa condamnation. Et pourtant, elle tourne, eh oui, elle tourne. Il y a un autre grand savant à la même époque qui, lui aussi, adopte l'hypothèse héliocentrique et qui découvre que les planètes ne tournent pas autour du Soleil en suivant des trajectoires circulaires parfaites, mais des trajectoires elliptiques. Ah ça va faire un pas considérable, un pas de géant. Le savant en question, vous attendez qu'on prononce son nom, c'est Johannes Kepler, bien entendu. Depuis que Copernic a eu sa première intuition, vous voyez que de grands esprits, évidemment, sont entrés dans sa logique, l'ont perfectionné, ont commencé à vouloir regarder le cosmos tel qu'il est et non tel que l'aurait rêvé même le cerveau absolument génial d'Aristote. Et puis encore un demi-siècle plus tard, c'est Isaac Newton qui va refermer l'arc ouvert par Copernic en donnant à ce nouvel univers la physique qui lui manquait, parce qu'il fallait une loi générale qui permette d'expliquer tous ces mouvements, etc. C'est la gravitation. La Terre tourne parce qu'elle est en vérité attirée par le Soleil et les autres planètes se maintiennent dans son orbite pour la même raison, etc. À partir de là, le monde cesse d'être un théâtre céleste soutenu par des sphères pour devenir un espace physique régi par les fameuses forces gravitationnelles.
Copernic avait déplacé le centre. Galilée, Kepler et finalement Newton ont bâti la nouvelle vision du monde. Ils ont fait naître l'astronomie moderne, une astronomie qui n'est plus seulement une géométrie des cercles, mais qui est la science d'un univers en mouvement. Et qui sait qu'une tierce opinion d'ici à 1000 ans ne renverse les deux précédentes, disait Montaigne dans ses essais. Montaigne, il voyait toujours loin et fort. Eh bien, il faudra, vous savez, 4 siècles, avec la physique quantique dans le cours du XXe siècle, bien entendu. L'histoire des sciences confirme l'intuition de Montaigne. L'univers n'a pas fini de livrer des secrets successifs, un peu à la manière des poupées russes. Vous savez, on découvre toujours des explications plus fortes et plus pertinentes.